Bonjour à tous et bienvenue pour cette session de formation théorique sur le prélèvement virologique diagnostique de la maladie Covid-19. Je suis Gabriel Birgan, responsable du CEPIAS Pays de la Loire. Comme vous pouvez le constater sur cette diapositive, nous allons vous présenter des données qui ont été construites non seulement par le CEPIAS, mais également par un ensemble d'organismes, dont la Société de pathologie infectieuse de langue française, mais également la Société française de microbiologie. Donc, ce sont des données qui sont et des principes qui sont partagés par un ensemble de spécialistes. Alors, les objectifs de cette intervention, c'est à la fois d'acquérir des connaissances anatomiques pour mieux réaliser le prélèvement, pour améliorer l'efficacité du test et le rendre moins désagréable, mais également permettre de dédramatiser, de sécuriser le geste, notamment pour les professionnels qui sont amenés à le réaliser, et d'autonomiser un ensemble de professionnels, à la fois des établissements médico-sociaux, mais aussi du soin à domicile, voire des soins en ville. Alors, la formation telle qu'elle se déroule en région Pays de la Loire, c'est un apport théorique, c'est-à-dire cette vidéo, des films pédagogiques que l'on verra à la fin, un tutorat avec l'URPS, infirmiers libéraux et les biologistes, et puis avec une validation d'acquis qui est à disposition par une feuille permettant de revoir un ensemble d'items qui sont importants à connaître dans le cadre du prélèvement nasopharyngé. Vous verrez, cette diapositive sera à la fois commentée par moi-même, mais également par une autre personne, notamment pour la partie anatomique de cette histoire. Alors, le principe du prélèvement, c'est de recueillir des cellules en fait, de l'épithélium respiratoire infectées par le virus, car le virus, pour créer l'infection, il s'introduit dans les cellules, il utilise le matériel cellulaire pour se répliquer et créer l'infection. Il faut donc aller gratter l'épithélium pour prélever des cellules, et c'est un prélèvement qui est appelé un frottis. C'est un frottis du nasopharynx, du pharynx plus exactement. Les sites préférentiels de réplication virale, c'est le rhinopharynx, la partie profonde des fosses nasales, et on va essayer d'aller chercher ces fameuses cellules qui présentent des récepteurs du SARS-CoV-2, c'est les cellules avec donc, ces récepteurs ACE2. Et le prélèvement nasopharyngé va en fait être suivi d'une technique principalement par RT-PCR, d'identification de l'ARN viral du SARS-CoV-2, et notamment du matériel génétique du virus, son ARN, et il y aura une amplification du génome par l'intermédiaire d'amorces qui sont couplées à un système de fluorescence, et donc plus il y aura de matériel, plus l'amplification sera rapide et plus la positivité sera précoce lors de la PCR. Alors on va venir à certains rappels anatomiques. Il est nécessaire de faire quelques petits rappels anatomiques pour bien comprendre comment est constituée la zone dans laquelle on va réaliser le prélèvement. Tout d'abord, la cavité nasale n'est pas vide, elle présente un certain nombre de reliefs. À la partie latérale, c'est-à-dire la partie externe de la fosse nasale, il y a deux reliefs importants, et ce sont le cornet inférieur, qui est assez gros et qu'on rencontre rapidement à l'entrée de la fosse nasale, et au-dessus de celui-ci, on trouve le cornet moyen, qui est situé un peu plus profondément. La partie inférieure de la fosse nasale est limitée par le plancher de la fosse nasale, et à la partie médiale, c'est-à-dire vers le milieu du visage, on retrouve la cloison nasale, qu'on appelle aussi le septum. Cette cloison n'est pas rectiligne, elle peut être marquée par un certain nombre de reliefs qui sont soit de naissance, soit acquis, comme par exemple après des traumatismes. Il y a donc d'emblée une zone qui paraît plus propice à l'introduction de l'écouvillon, et elle est délimitée en bas par le plancher de la fosse nasale et au milieu par la cloison nasale. Voilà, donc comme le disait la personne, c'est vraiment l'angle droit là, entre la cloison nasale et le plancher de la fosse nasale qu'il faudra suivre pour aller atteindre le nasopharynx. La zone à atteindre dans le cadre du prélèvement, c'est le rhinopharynx, c'est-à-dire la partie située à l'arrière des fosses nasales. Sur cette coupe sagittale, ce qu'il est important de noter, c'est d'une part
l'axe d'orientation du plancher des fosses nasales, qui est aussi celui du palais, et qui est perpendiculaire à l'axe du visage. Et le fait que les cornets dont je viens de vous parler occupent la totalité de la longueur de la fosse nasale. Il va donc être impératif de bien suivre le plancher pour pouvoir accéder à cet espace profond. Voilà, donc ce n'est pas le nasopharynx, mais le rhinopharynx, vous aurez corrigé par vous-même. Donc, ce qu'il faut voir sur ce schéma-là, c'est comme le disait la personne, c'est que c'est profond. Hein. Ce n'est pas aller écouvillonner le nez, hein, c'est vraiment le rhinopharynx qu'il faut aller chercher avec une butée. On va le voir après sur des vidéos qui apparaîtra quand vous arriverez au niveau du site anatomique. Il existe quelques contre-indications à la réalisation du prélèvement. Ce sont les maladies ou les traitements qui entraînent des risques importants de saignement au niveau du nez. C'est aussi des chirurgies récentes des fosses nasales et enfin la présence de malformations complexes des fosses nasales. Il est donc nécessaire, avant de procéder au prélèvement, de faire un court interrogatoire du patient pour vérifier qu'il n'y a pas une de ces contre-indications. Donc, les complications sont peu fréquentes du prélèvement nasopharyngé, mais il faut quand même vérifier un certain nombre de points pour éviter que cela arrive. Il peut y avoir des causes fréquentes d'obstruction nasale à l'origine de difficultés de réalisation du prélèvement qui expliquent que vous n'arrivez pas à enfoncer suffisamment l'écouvillon. Ça peut être une déviation de cloison nasale, ça peut être aussi une congestion au niveau des cornets, c'est-à-dire une hypertrophie de la muqueuse, et enfin une polypose naso-sinusienne. Là aussi, il est très important, avant de réaliser le prélèvement, de demander au patient s'il a une fosse nasale par laquelle il respire plus facilement, et il faudra faire le prélèvement de ce côté en priorité. Alors, pour la réalisation du prélèvement, il y a un ensemble de matériel qu'il va falloir avoir et il va falloir s'organiser pour l'avoir avant le prélèvement. La première partie du matériel, c'est ce qui constitue les équipements individuels de protection, les fameux EPI. Et sur ces EPI, il y a donc les lunettes de protection, le masque FFP2, qui est un appareil de protection respiratoire qui permet de filtrer l'air, on va y venir après, la charlotte, la blouse à manches longues, et un tablier à usage unique si cette blouse n'est pas étanche, et puis enfin des gants à usage unique non stériles qui s'inscrivent dans le cadre des précautions standards. Un kit de prélèvement qui est souvent fourni par le laboratoire et l'emballage qui sera nécessaire pour le transport si l'analyse est faite au laboratoire. De déposer donc l'ensemble de ces éléments dans un haricot à usage unique qui permet de tout avoir sur ce plateau et de veiller à garder le sachet d'emballage à plus d'1 mètre du patient ou du résident pour éviter toute contamination par projection lors du prélèvement, contamination donc du matériel et de l'emballage. Un produit détergent désinfectant qui répond à la norme EN 14476, qui est une norme de virucidie, ou des lingettes qui sont imprégnées de détergent désinfectant qui répond à cette norme. Sinon, vous utiliserez des lingettes désinfectantes réutilisables qui passeront en machine par la suite à 60 degrés 30 minutes. Des solutions alcooliques, bien entendu, pour l'hygiène des mains. Un sac poubelle qui sera utilisé dans le cadre des déchets d'activité de soins à risque infectieux. Et puis, un masque chirurgical et un mouchoir à usage unique pour la personne qui va être prélevée. Le type de prélèvement, il y en a de plusieurs sortes. Vous voyez ici des exemples. Le premier type de kit de prélèvement, c'est les écouvillons Copan. Vous avez à la fois l'écouvillon, mais également le milieu de transport qui va y être associé. Il permettra donc une stabilisation du matériel qui sera du matériel génétique du virus qui permettra donc l'identification par PCR. Les écouvillons de type viroculte ou encore d'autres types d'écouvillons, tout dépend de ce que le laboratoire met à votre disposition. Le laboratoire étant garant de l'ensemble de l'analyse, que ce soit de la phase pré-analytique jusqu'au rendu du résultat. Et donc, si vous avez la moindre question sur le matériel, n'hésitez pas à le contacter pour poser ces questions. Vous voyez que donc il y a un milieu de transport en haut à droite et sur les écouvillons, il y a souvent un collet de cassure qui permet de casser l'écouvillon dans le milieu de transport et qui constitue aussi un marquage, une marque pour voir où vous en êtes au niveau de la distance par rapport au nez, si vous êtes bien arrivé au rhinopharynx ou non.
La tenue de l'opérateur, comme on l'a dit, ça comporte du haut en bas une charlotte, un masque FFP2 qui nécessite d'être ajusté au visage et cet ajustement pourra être vérifié par le fameux fit check, des lunettes ou des visières de protection, une surblouse à usage unique à manches longues et si celle-ci n'est pas étanche ou imperméable, il faudra y ajouter un tablier à usage unique par-dessus et des gants à usage unique dans le cadre des précautions standards. Seuls les gants et le tablier sont changés entre chaque patient si vous faites une série de prélèvements de chambre à chambre. Les surblouses peuvent être gardées, le masque et les lunettes peuvent être gardées. Il ne faut pas les toucher, bien entendu. S'il y a la moindre manipulation, il faudra réaliser une hygiène des mains. Donc voilà un récapitulatif des situations pour le port des EPI, notamment en établissement médico-social. Vous voyez que le prélèvement nasopharyngé est considéré comme une procédure à risque d'aérosolisation. C'est pour ça qu'on ajoute le masque FFP2, qui est un appareil de protection respiratoire, en plus de l'ensemble de la panoplie des EPI qui doivent être portés lors de ces gestes. Alors, on va suivre une vidéo ici de collègues qui ont scénarisé un prélèvement nasopharyngé. Quand on est amené à faire un prélèvement pour la recherche du Covid-19, quand on est amené à faire un prélèvement pour la recherche du Covid-19, le patient va arriver avec un masque et nous, les préleveurs doivent être équipés selon les recommandations, donc lunettes, masques, surblouse, tablier en plastique et les gants. Donc, le principe, c'est d'aller recueillir des cellules dans le nasopharynx. Donc, il ne faut pas juste mettre les couvillons dans le nez et les retirer, mais il faut vraiment aller jusqu'au cavum et pouvoir prélever des cellules. Donc, vous avez des petits kits de prélèvement avec un écouvillon et un tube dans lequel vous allez ensuite mettre votre prélèvement. Donc, on peut poser le tube sur une petite tablette ou une structure que vous avez à proximité. C'est plus simple. Et sur le petit prélèvement, vous avez une marque qui correspond à peu près à l'endroit jusqu'où vous devez rentrer votre écouvillon. Donc, vous allez demander au patient que vous allez prélever ou à la personne que vous allez prélever s'il a besoin de se moucher. On va lui demander de baisser son masque, mais en fait, de juste le garder sur la bouche et de libérer les fosses nasales. Il est recommandé de se mettre plutôt sur le côté plutôt que strictement en face au cas où le patient tousserait et éternuerait. Mais en fait, moi, ce que je vous recommande, c'est quand même de commencer avant toute chose à bien regarder un petit peu s'il y a un côté plus large que l'autre, en levant légèrement la pointe du nez, avant d'introduire les couvillons. Va Yasmine. Donc, on regarde ce qu'on fait et on va aller introduire tout doucement les couvillons contre le plancher et contre le septum nasal. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Jusqu'au fond. On sent qu'on bute. On tourne un peu pour récolter des cellules et on revient en arrière. Parfait. On demande au patient de remettre son masque. Donc voilà le principe scénarisé. Ces prélèvements, ils doivent être réalisés dans un endroit qui est clos, que ce soit un box ou une chambre individuelle avec une pièce qui peut être dédiée. Et les portes doivent rester fermées. On part du principe qu'il s'agit potentiellement d'un geste aérosolisant. Et donc, il faut bien évidemment garder les portes fermées pour éviter de contaminer éventuellement l'extérieur si ça devait se passer. La technique en elle-même. Il faut que le patient garde la tête droite, car dans cet axe, dans cette position, il est beaucoup plus facile de suivre le plancher de la fosse nasale. On introduit délicatement les couvillons en suivant le plancher de la fosse nasale et en prenant aussi appui sur la cloison nasale. Ces deux appuis vont former une petite gouttière qui vont vous permettre de traverser la totalité de la fosse nasale sans encombre pour aller
rejoindre le rhinopharynx, le cavum à l'arrière, et vous allez sentir une résistance qui correspond à la paroi postérieure. C'est à ce niveau qu'il faudra réaliser l'écouvillonnage, c'est-à-dire le prélèvement des cellules respiratoires, en effectuant plusieurs mouvements de rotation. On laisse l'écouvillon en place quelques instants, puis on le retire délicatement. Il n'est pas nécessaire de procéder de la même façon de l'autre côté. Voilà, donc comme le disait la personne, une seule narine suffit, hein, ne pas faire les 2 narines, c'est suffisamment désagréable pour la personne prélevée pour se passer de ce genre de choses, d'autant plus qu'on va au même endroit, c'est-à-dire au rhinopharynx, que ce soit par l'une ou l'autre narine. Donc voilà, un récapitulatif schématisé des étapes, hein. Vous avez l'hygiène des mains, alors c'est un schéma qui est très sommaire, hein, mais vous voyez l'ensemble des étapes jusqu'à la réalisation du prélèvement en lui-même avec un écouvillon qui est introduit à 90 degrés, aller jusqu'à la butée du rhinopharynx et ne pas toucher, bien entendu, l'extrémité de l'écouvillon entre le collet de cassure et la partie extrême de l'écouvillon pour ne pas la contaminer. Concernant la manipulation du type de prélèvement, il y a quelques consignes à respecter. Tout d'abord, il est souhaitable de ne pas déboucher le tube à l'avance afin d'éviter les contaminations. D'autre part, au moment d'introduire l'écouvillon dans le milieu de transport, là aussi, il faut éviter de poser les doigts sur l'ouverture du tube. Et l'idéal, c'est, une fois que la tige a été cassée, de pousser celle-ci dans le tube en s'aidant du bouchon. Enfin, une fois que vous aurez rebouché le tube, il est nécessaire de procéder à la désinfection de celui-ci et également du bouchon avant de le mettre dans le sachet de transport. Voilà, donc concernant la méthode d'habillage des habillages, on verra après qu'il y a des documents qui sont disponibles sur le site de la mission Primo. Mais grosso modo, l'enchaînement, lorsque vous êtes dans un chambre ou dans un box, c'est de retirer le gant et le tablier et éventuellement la surblouse si vous ne faites pas d'enchaînement de prélèvement, de faire une friction, de jeter ces gants, tabliers, surblouse en dasserie, et dans le couloir, de jeter le restant donc, de l'équipement, c'est-à-dire la charlotte, éventuellement le masque FFP2 si vous n'en avez plus besoin, mais qui peut être gardé jusqu'à 8 heures, hein, les masques FFP2. Et les lunettes qui seront bien évidemment pas à jeter, mais à désinfecter. Le prélèvement serré, comme je disais, ne nécessite pas de changer tous les équipements de protection individuelle, sauf les gants et tabliers à usage unique. Et bien évidemment, y associer l'hygiène des mains, qui est vraiment une arme essentielle dans la maîtrise de la transmission de la Covid entre chaque changement de gants. Ce qui doit être fait d'ailleurs dans le cadre des précautions standards. Et le renouvellement de l'air après le prélèvement, également une autre composante importante de maîtrise de la transmission de la Covid, et l'entretien de l'environnement par un bio-nettoyage avec le détergent désinfectant qui répond à la norme de virucidique qui vient d'être présentée sur une diapositive précédente. Alors on va maintenant aborder un certain nombre de vidéos pour essayer de présenter les choses. Donc, je vais quitter le mode présentation du diaporama pour aller chercher les vidéos en question et vous les présenter. Nous allons d'ailleurs commencer par le fit check sur une vidéo de la PHP. Cet appareil de protection respiratoire, aussi appelé masque FFP2, doit être porté par tout personnel soignant qui réalise une manœuvre considérée à risque sur un patient infecté ou possiblement infecté avec le Covid-19. Ces manœuvres sont considérées à risque car elles pourraient entraîner une aérolisation des virus contenus dans les sécrétions, c'est-à-dire une mise en suspension dans l'air de virus qui pourraient être inhalés par les personnes présentes auprès du patient. Il s'agit de l'intubation ou l'extubation d'un patient. Les procédés de ventilation non invasifs tels que VNI ou Optiflow,
le prélèvement nasopharyngé réalisé pour le diagnostic, la bronchoscopie, l'aspiration trachéale, l'aérosol, les soins chez les patients intubés à risque de déconnexion accidentelle du circuit tels que la toilette ou le retournement du patient, les soins de kinésithérapie respiratoire. Comment mettre un masque FFP2? Le masque doit être mis avant d'entrer dans la chambre. Désinfection des mains par le FH1. Prendre un masque de la boîte en veillant à ne pas toucher les autres masques. Séparer les élastiques en deux. Positionner le masque avec la barrette en haut. Mettre le masque en disposant les élastiques. Un sur la tête, un dans le cou. Pincer la barrette sur le nez et ajuster le masque au visage. Vérifier l'étanchéité en réalisant un fit check. Ne plus toucher le masque. Le masque sera retiré en dehors de la chambre. Voilà une première vidéo sur le masque FFP2 et j'en profite pour vous présenter donc la page du CPS Pays de la Loire que vous pouvez retrouver en ligne avec cette page prélèvement nasopharyngé pour le diagnostic biologique. Et donc, vous y trouverez à la fois une procédure de prélèvement nasopharyngé et celle de la mission Primo que l'on va voir juste après. Donc, si vous cliquez sur le site de la mission Primo, donc vous allez trouver des documents qui relatifs à la maîtrise de la Covid. Par exemple, les prélèvements nasopharyngés, si vous prenez ce document, vous retrouverez l'essentiel des informations qui viennent d'être présentées en fait sur un document type procédure. Et si je reviens donc au site internet du CPS Pays de la Loire, eh bien vous trouverez également d'autres vidéos telles que celle du New England Journal of Medicine ici, une vidéo également américaine. The tip of the nose and introduce the swab into the floor of the nose. Advance the swab along the floor, feeling for obstructions and twirling if obstructions are encountered. Depending on the size of the head, the back wall of the nasopharynx will be encountered when the red mark on the swab is between the tip of the nose and the nasal opening. Twirl the swab in the nasopharynx before removing it. Désolé, c'est en anglais, mais bon, c'est pour vous montrer que les choses sont identiques, et les pratiques sont identiques aux États-Unis. Et des vidéos là qui vous permettent de voir, alors qui ne sont pas complètement adaptées en fait à notre histoire de prélèvement nasopharyngé, mais ça permet quand même de voir l'enchaînement habillage-déshabillage. Vous pouvez par ailleurs trouver sur le site Primo, ici antibioresistance.fr/covid19, l'ensemble des documents pour l'enchaînement habillage-déshabillage. Mais ça permet quand même de visualiser un certain nombre d'étapes, notamment lorsque on est amené à rentrer dans une chambre. Ici, ce n'est pas pour un prélèvement nasopharyngé, mais c'est pour un autre geste où l'hygiène des mains donc, est réalisée dans un premier temps par la personne. Vous voyez avec la gestuelle, le volume de solution alcoolique qui convient, la gestuelle avec les 7 étapes, et puis d'arriver à avoir des mains sèches à la fin de la friction donc à peu près 20 à 30 secondes de friction pour avoir des mains qui soient parfaitement désinfectées. Et de revêtir donc la surblouse à usage unique qui n'est pas imperméable ici, qui constitue l'essentiel des surblouses que l'on a à l'heure actuelle à disposition. Donc bien attacher le dos, nouer le dos et le haut de la blouse pour un ajustement optimal. De revêtir donc le tablier qui lui va présenter la particularité de donner l'aspect étanche. Et c'est cette partie-là, ce tablier, qu'il faudra enlever lorsqu'on passe de chambre en chambre. Et pour terminer, donc, pardon, pas pour terminer, les lunettes de protection essentielles lors de la réalisation du prélèvement nasopharyngé
voire même plus, hein, dès qu'il y a un risque de projection, et les gants lorsque l'on a une exposition aux liquides biologiques qui sont apportés. Donc on va pouvoir rentrer dans la chambre. Les gants peuvent être éventuellement mis dans la chambre après avoir réalisé une friction hydroalcoolique. Et donc, une fois qu'on a terminé notre geste, eh bien, on va aller retirer le tablier et les gants. Si on passe dans une autre chambre pour un geste identique, on peut éventuellement garder la surblouse. Ici, la personne ne va pas enchaîner donc, ces situations de prélèvement nasopharyngé, donc va jeter l'ensemble de son matériel en dasserie. Donc elle va aller chercher de la solution hydroalcoolique, ouvrir la porte, réaliser une friction. Une fois sortie, donc voilà l'enchaînement. Donc quitter ses lunettes, pardon, réaliser la friction. Les lunettes potentiellement contaminées peuvent générer une contamination des mains. Aller faire le bio-nettoyage par des lingettes imprégnées de détergent désinfectant virucide, les lunettes de protection ou la visière si vous avez une visière. Et terminer par donc, une friction des mains aux solutions alcooliques, toujours avec la même technique, la même durée et le même volume. Voilà, donc voilà pour une série de vidéos. Donc on va repasser, revenir au diaporama avec la dernière partie qui correspond de la présentation, qui correspond au test antigénique. Donc les tests antigéniques, vous voyez ici une schématisation des choses, mais on va commencer par, pardonnez-moi, une vidéo et on va aller sur le site du laboratoire Abbott. Alors il existe plusieurs types de prélèvements, enfin de matériel pour tests antigéniques, mais celui qui est disponible à l'heure actuelle dans le cadre des GHT en Pays de la Loire, c'est celui-ci, hein, c'est le test Abbott, Cambio, Covid-19. Et donc, vous avez sur le site du laboratoire, c'est valable probablement pour les autres types de tests antigéniques, un ensemble de caractéristiques relatives à ces tests, notamment des documents que vous pouvez utiliser. J'ai fait en fait simplement une copie d'écran d'un document dans la diapositive que vous venez de voir, les caractéristiques du produit, et également une vidéo que l'on va regarder ensemble. Donc voilà, cette vidéo est disponible en ligne, donc vous pouvez la visionner autant que vous le souhaitez. Donc en synthèse, la première étape,
constitue donc la création par du tampon de ce qui va permettre la décharge de l'écouvillon. La deuxième étape, c'est le prélèvement, donc selon toutes les étapes que l'on a listées et présentées précédemment. La troisième, c'est de décharger l'écouvillon donc dans le milieu tampon et d'essorer la partie écouvillon, de la casser cet écouvillon et de fermer votre flacon, hein, qui permettra d'ailleurs par l'autre extrémité de mettre des gouttes sur entre guillemets la savonnette, qui est en fait le test antigénique en lui-même. Et donc 5 gouttes devront être mises. On ferme le flacon et puis on le tube, pardon, et puis on le place en dasserie. Lors de la phase qui va suivre, il y a 15 minutes en fait de migration du tampon qui a été imprégné et dans lequel vous avez relargué le prélèvement. Et en fait, la migration va se faire, et s'il y a présence de SARS-CoV-2 dans le prélèvement, vous allez avoir la première bande qui va s'afficher, qui est la partie T pour test, et dans un second temps, la partie contrôle qui va également s'afficher. Donc, il faut attendre 15 minutes et vous pouvez lire donc, entre 15 et 20 minutes le test. Si les deux bandes s'affichent, votre test est positif. Si l'une des deux bandes s'affiche, votre test est négatif. Vous allez après jeter donc cette partie-là du test dans le conteneur dasserie. Alors là, Chess a écrit une synthèse sur ces tests antigéniques, et si vous voulez aller plus loin sur l'intérêt des tests antigéniques et l'analyse qui en a été faite par la Chess, je vous incite à aller consulter ce document qui est en bas, où vous trouverez le document en ligne en suivant ce lien. En fait, le test antigénique qui présente une excellente spécificité et qui dépend d'ailleurs de la situation pandémique actuelle. Il n'y a pas une confirmation systématique des tests antigéniques positifs par un test d'amplification génique, c'est-à-dire la RT-PCR, qui est nécessaire. Donc en fait, si vous avez un test positif, il ne va pas falloir confirmer. C'est d'ailleurs valable également pour les tests négatifs. La seule nuance près, c'est que si vous avez une forte présomption sur des faisceaux clinico-biologiques ou cliniques essentiellement, vous pouvez avoir parfois des faux négatifs, c'est-à-dire des tests qui sont négatifs, tests antigéniques, et qui doivent, sur la base de vos faisceaux et de votre présomption, devoir être confirmés par une RT-PCR. Alors, quelle est la population à cibler pour ces tests-là? Eh bien, c'est principalement les patients symptomatiques de plus de 65 ans et avec au moins un facteur de risque. Et pour tout ce qui est patient ou résident ou autre personne qui a plus de 65 ans ou qui présente au moins un facteur de risque, il faudra réaliser la RT-PCR. Alors, la doctrine actuelle, mais je passerai rapidement parce qu'en fait, elle évolue très rapidement. Cette doctrine, vous voyez, test antigénique 6 symptômes et moins de 65 ans et sans facteur de risque. Et lorsqu'il y a la nécessité de faire des dépistages ciblés, c'est-à-dire de faire des dépistages sans connaissance d'un contact à risque chez des personnes, on va pouvoir le faire chez des personnels notamment asymptomatiques, notamment ceux des EMS ou des établissements de santé, ou des patients qui sont admis en urgence sans qu'il y ait un contact connu avec une personne Covid ou une présomption de Covid derrière. Ça pourra être utilisable. Également pour les passagers aériens. Mais si vous avez une situation d'une personne contact, que ce soit une personne individuelle contact ou dans le cadre d'un cluster, eh bien, il faudra réaliser les RT-PCR. Pas de confirmation, que ce soit les positifs ou les négatifs. Et comme je disais, s'il y a une évaluation clinique qui est concordante vis-à-vis de la Covid, on peut imaginer qu'il y ait une confirmation, l'addition d'une RT-PCR pour certains patients sur l'évaluation du cas individuel. Voilà, ça c'est l'arbre décisionnel qui a été présenté par la DGS. Donc vous voyez, symptômes, oui. S'il y a symptômes et que les symptômes datent d'il y a moins de 4 jours et qu'il n'y a pas de facteur de risque, c'est moins de 65 ans, vous allez pouvoir réaliser le test antigénique ou la RT-PCR. Si ce n'est pas le cas, vous serez amené à réaliser de la PCR. Si vous n'avez pas de symptômes et qu'il s'agit d'un dépistage spontané dans le cadre de prise en charge de personnes à l'aéroport, en établissement médico-social
notamment les EHPAD, pour les professionnels EHPAD ou dans d'autres contextes comme dans les universités, là, le test antigénique pourra être utilisé éventuellement. Donc voilà la présentation du prélèvement nasopharyngé et donc à la fois l'acte, mais également des techniques qui peuvent être utilisées derrière, et notamment les tests antigéniques. J'espère que cette présentation vous a été utile et nous restons bien entendu à votre disposition pour d'éventuelles questions. Voilà, bon courage à tous et à très bientôt.